Ravi de vous retrouver, c'est l'heure de défense comme tous les mercredis soirs. On va parler de l'actualité et de cette dernière annonce avec vous, Shani Guidalia. Les tanks, les blindés israéliens ont donc commencé à opérer et retourner plus exactement à Netzarim. Oui Mathias, le but de cette intensification des opérations, c'est d'étendre la zone de sécurité et de créer une zone tampon entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Il se trouve que Netzarim, justement, c'est l'axe qui sépare le nord du sud du territoire palestinien. Donc on voit que c'est plus seulement des frappes aériennes. Aujourd'hui, il y a un retour aux opérations terrestres, un retour progressif au combat et une intensification des opérations. On rappelle juste que Eyal Zamir avait été prêt à retourner au combat et juste avant son entrée en fonction, il avait demandé à ce qu'on lui présente des plans d'attaque justement pour le retour au combat. Et il a donc reçu ces plans approuvés par Israël Katz et donc le feu vert a été donné pour retourner aux opérations terrestres. Donc au-delà de ça, le Hamas sait qu'il y a maintenant un risque d'élimination ciblée, donc il a donné une directive à ses membres, c'est de déconnecter totalement les téléphones portables, de couper Internet. Et d'ailleurs, la raison, c'est que ceux qui ont été ciblés hier étaient connectés à des réseaux de communication en ligne, ce qui fait qu'ils ont été ciblés plus facilement. Donc c'est pour ça que le Hamas a donné cette nouvelle directive. Donc on voit que maintenant, avec cette nouvelle offensive de l'armée israélienne, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a une administration américaine qui est plus permissive, il y a une véritable flexibilité opérationnelle. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que le Hamas aurait pu profiter de cessez-le-feu et de ce répit pour pouvoir se recomposer et retourner lui aussi au combat. C'est justement la première question, merci Shani Guidalia, que je pose à Doron Avital. Merci d'être avec nous, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, ancien commandant de l'unité Sayed Matkal. Très clairement, est-ce que c'est ça le danger de l'armée israélienne, repartir au combat alors que finalement l'armée israélienne n'était pas à l'intérieur? Il y a des renseignements, mais pas assez. Oui, le Hamas n'a pas la puissance qu'il avait auparavant, mais il a eu le temps de se préparer, de faire des embuscades, de poser des charges explosives. On peut aussi craindre des tentatives d'enlèvement. À partir du moment où on est sur le terrain, on a ces risques-là. Il y a des informations selon lesquelles un véhicule de la Croix-Rouge a été impacté par un engin explosif au sud de Gaza, pour l'instant pas officiellement confirmé. C'est quoi la différence entre la situation dans Gaza avant l'incursion terrestre de l'époque, après au courant du mois d'octobre 2023, et aujourd'hui? L'ampleur est très différente. L'infrastructure des tunnels a été touchée, la hiérarchie du Hamas a été touchée, mais cet incident que vous mentionnez, c'est très effrayant. Cela montre qu'ils peuvent poser des charges explosives. Et je dis aussi, souvent on est très en colère face à la Croix-Rouge, mais ils ont aussi en danger face au Hamas. Il faut le garder à l'esprit. Je pense que nous devons circuler avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, l'entrée d'aujourd'hui a été définie comme une opération pour sauver les otages et pas pour faire s'effondrer le Hamas. La question, c'est est-ce qu'il y a un plan détaillé pour obtenir cet objectif? C'est très intéressant ce que vous dites, Doron Avital, parce que je l'ai moi-même expliqué hier en direct en disant que ce n'est pas une mission, ce n'était pas une guerre, mais véritablement l'un des leviers de pression pour obtenir justement du Hamas la libération ou la négociation pour la libération des otages. Comment vous, qui êtes un officier d'une unité d'élite, ancien officier, vous pouvez expliquer au monde ce soir sur notre plateau ce que signifie une opération comme celle-ci et non pas une guerre généralisée? D'abord, c'est une question qui est excellente parce que les choses sont effectivement formulées de manière différente. Dans le langage militaire, on a ce qu'on appelle un événement de négociation, de pourparlers, de prise d'otage.
et on connaît ce type d'événement. Alors là, c'est un événement de négociation bien plus large, alors que les otages sont dispersés dans la bande de Gaza. On n'a pas forcément des renseignements précis sur leur localisation. D'un autre côté, il faut comprendre à quel accord on veut parvenir à l'issue des négociations. Je pense que personne ne le sait, ni d'ailleurs les négociateurs, le Qatar ou l'Égypte. Donc, et tout est lié aussi avec notre vision de la bande de Gaza le jour d'après. Est-ce qu'on imagine un nouveau pouvoir? Est-ce qu'il s'agira de l'autorité palestinienne ou de pays arabes? Donc, ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre, et donc c'est une opération qui est complexe. J'espère qu'on a pris en compte tous ces éléments pour que on ne menace pas trop les otages, et aussi ne pas oublier l'objectif qui est secondaire pour l'instant, c'est-à-dire l'effondrement du Hamas ou faire sortir les forces combattantes du Hamas de la bande de Gaza. Militairement parlant, est-ce qu'il ne faut pas avancer à petits pas maintenant pour ne pas voir trop loin, sachant que le Hamas ne veut pas négocier, puisqu'il s'est moqué du négociateur Steve Witkoff en lui disant Alexander et plusieurs corps. C'est-à-dire qu'il ne répond pas en fait aux Américains. Face à ça, est-ce qu'il ne faut pas justement dire notre but c'est d'obtenir tout de suite la libération de quelques otages, mais ne pas voir trop loin? On est obligé de regarder un peu plus loin et de regarder à long terme. Après 1 an et demi de guerre, on ne peut pas ignorer l'objectif à long terme. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut donner en échange des otages? L'idée précédente, c'était un cessez-le-feu dans le cadre duquel on aurait pu exercer une pression sur le Hamas pour demander l'exil de ses responsables. Maintenant, le scénario a complètement changé et nous devons être très prudents pour ne pas nous retrouver présents sur le terrain dans la bande de Gaza alors que les négociations n'avancent pas et nous sommes exposés à une guérilla. Vous avez employé un mot en hébreu qui dit seret, c'est-à-dire que c'est un scénario différent. Moi, je vais parler d'un scénario quasiment qui ressemble à un scénario hollywoodien. Vous avez été celui qui est allé chercher Mustafa Dirani au Liban. Ok, vous êtes allé le chercher, c'était un terroriste du Hezbollah, vous l'avez mis sur vos épaules, direction Israël. Pourquoi aujourd'hui, puisque on a l'expérience du terrain à Gaza, on n'en voit pas aujourd'hui? Vous allez me dire que c'est trop utopiste. Pourquoi on n'envoie pas les commandos de la Chayetet 13, les Sayeret Matkal ou d'autres unités pour aller chercher Manu Militari par les mains, sans l'éliminer, des leaders du Hamas? Okay. D'abord, les dirigeants du Hamas, nous les avons ciblés. Est-ce que vous parlez des otages ou des dirigeants du Hamas? Ah non, des dirigeants du Hamas. Je parle des dirigeants du Hamas, les attraper vivants, comme vous l'avez fait il y a 20 ans. Il n'y a aucune différence, ou il y a plus que 20 ans. Il n'y a aucune différence entre le Liban et Gaza. Oui, mais cela ne nous donnerait rien. Nous avons des centaines de soldats de forces Nourba et toutes sortes de gens qu'on a arrêtés. Lorsqu'on a interpellé Mustafa Dirani, l'idée d'abord c'était d'avoir des informations sur Ron Arad, puisque c'était le dernier qui a détenu Ron Arad, et aussi l'utiliser comme une monnaie d'échange pour le Hezbollah. Je pense qu'en Israël, on a aujourd'hui beaucoup de monnaies d'échange, beaucoup de commandants du Hamas. Ça n'est pas nos problèmes. Ce qui nous manque, c'est tout d'abord des renseignements concrets sur la localisation des otages. Et nous avons tous espéré voir des opérations de sauvetage héroïque des otages. En fin de compte, il y en a eu quelques-unes, mais c'était assez limité. Il y avait l'opération très réussie du Yamam. La situation aujourd'hui est un peu différente. Il faut réfléchir à la manière d'avancer de manière responsable pour atteindre l'objectif qui a été défini par le gouvernement. C'est la libération des otages par la pression militaire. Donc on voit comment il faut voir comment on utilise cette pression militaire, quels sont les prix que nous sommes prêts à payer, et aussi avoir un regard à plus long terme. Merci, Doron Avital, d'avoir été avec nous. Shani Guidelia,
il y a un autre dossier, c'est Gaza, qui est relié immédiatement, qui est lié finalement à ce qui se passe au Yémen. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que le Hamas et les Houthis, tous les deux en tant que proxy de l'Iran, sont véritablement liés. Comment? Parce que quand les Houthis menacent de reprendre les tirs de missiles, parce que c'est ce qui se passe actuellement, ils menacent de reprendre les tirs de missiles et les envois de drones et d'intensifier leurs attaques, c'est mené en coordination avec le Hamas et avec le djihad islamique. On précise que le Hamas n'est plus du tout dans la même configuration qu'il était au début de la guerre, c'est-à-dire qu'il n'a plus le même arsenal de roquettes qu'il avait au début. Donc aujourd'hui, il en a encore, mais ses réserves sont pratiquement épuisées. Et donc il n'a plus du tout les mêmes capacités qu'au début. La preuve, c'est que hier, il n'a pas tiré une seule roquette malgré les opérations de Tsahal qui reprenaient. Alors c'est pas par manque de volonté, c'est parce que ses réserves sont pratiquement épuisées. Donc le Hamas est obligé d'avoir l'aide d'autres proxys. Ça aurait pu être le Hezbollah, sauf que Tsahal suit de près toutes les évolutions, toutes les opérations du Hezbollah et contrecarre et neutralise toutes les menaces. Donc il s'est adressé aux Houthis qui, eux, ont tiré hier un missile balistique sur le sud d'Israël. Mais donc d'un côté, il y a les frappes de Tsahal qui, on le voit, n'entraînent pas la reddition, on va dire, des organisations terroristes. Et de l'autre côté, ces menaces n'arrêtent pas non plus Israël, puisque l'armée commence à étendre son opération. Et si chaque action à Gaza entraîne justement une réaction et des menaces d'autres proxys iraniens, on voit bien que la réelle menace, c'est toujours la même chose, c'est la tête de la pieuvre qui est l'Iran. Bien sûr, avec ce missile qui a été tiré, on parle de missile balistique et c'est bien que vous utilisez ce terme et non pas de roquette qui a été tirée depuis le Yémen vers Israël qui aurait, selon toute vraisemblance, été explosée au-dessus de l'Arabie Saoudite. Merci Chani. Je me tourne vers Eyal Pinko, également ancien commandant des renseignements de la marine israélienne. Eyal, merci, ancien officier également du Mossad. Concrètement, ce qu'a expliqué Chani à l'instant, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a réellement une dualité, un lien très clair entre Gaza et les Houthis, ou c'est l'Iran qui donne l'ordre, tout simplement? Les deux sont vrais. C'est-à-dire que d'un côté, les Irans dirigent les Houthis, puisque les Houthis sont un satellite iranien et accomplissent les ordres qui sont donnés par l'Iran. Mais d'un autre côté, il y a aussi une motivation propre aux Houthis qui mènent une guerre de leur propre initiative. Donc il y a ces deux éléments qui s'unissent. Moi, ce que j'aimerais comprendre, Eyal Pinko, c'est que, puisque la marine est votre terrain de chasse, si j'ose dire, au départ de votre carrière, qu'est-ce que peut faire la marine, là, actuellement, que ce soit en mer Rouge ou au large de Gaza, pour contrecarrer que ce soit les terroristes de Gaza ou les terroristes houthis? On peut voir les opérations de la marine qui ont été effectuées dans le cadre de la guerre glaive de fer, aussi bien au large de la bande de Gaza qu'en mer Rouge. D'un côté, la marine appuie les forces terrestres et fait des tirs d'artillerie à partir de la mer et appuie donc les forces au sol. La deuxième chose, ce sont des opérations spéciales de la marine. On ne peut pas s'étendre là-dessus, on ne peut pas donner les détails. La marine aussi récolte des renseignements. Là aussi, on ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de renseignements qui sont collectés par la marine. Le dernier élément qui est très spécifique, c'est une défense active et empêcher les missiles, intercepter les missiles en mer Rouge pour protéger le territoire israélien, c'est-à-dire qu'il y a un dôme de fer qui est en mer Rouge. Effectivement. Alors, vous parlez de renseignements. Je ne pouvais pas vous avoir dans l'émission de défense sans vous poser la question, puisqu'on parle des renseignements, du chef du Shabak qui devrait être limogé. C'est une décision sécuritaire ou politique? Je sais que vous allez m'en vouloir de cette question, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même.
En fin de compte, le Premier ministre, c'est le supérieur du directeur du Shabak et du directeur du Mossad, et donc il a complètement le droit de limoger le directeur du Shabak s'ils ne peuvent pas travailler ensemble. En fin de compte, il faut qu'ils travaillent en bonne harmonie. Ça, c'est la loi, c'est le texte de la loi. En fin de compte, c'est le Premier ministre qui nomme le directeur du Shabak et qui peut donc le limoger. Et si ils ne sont pas d'accord, le Premier ministre a le droit de les limoger. D'un autre côté, lorsqu'on voit la manière inefficace de travailler, la manière dont le Shabak a fonctionné le 7 octobre, on a vu que le directeur du Shabak n'a pas téléphoné au Premier ministre pour le prévenir que quelque chose se passait. Et le Shabak a permis au 7 octobre de se passer. Eh bien, le directeur du Shabak doit démissionner. Et s'il ne démissionne pas, eh bien, le Premier ministre doit le limoger. Donc, à cause des mauvaises relations entre Netanyahou et Ronen Bar, et aussi l'échec de l'ineptie du chef du Shabak, il doit rentrer à la maison, et ça n'est pas lié à une quelconque position politique. Vous avez répondu à ma question, merci d'abord de ne pas avoir utilisé la langue de bois. Très clairement, l'avenir, il est où? C'est-à-dire que les combats reprennent à Gaza pour obtenir la libération. Il y aura vraisemblablement un nouveau chef du Shabak. Est-ce que ça peut changer avec un nouveau chef d'état-major? Est-ce que très clairement, ça peut changer la donne, ou on va revivre le même scénario qu'on connaît depuis 1 an et demi, avec des opérations sporadiques et des groupes terroristes qui se jouent des nerfs des Israéliens? Alors, il y a toujours des erreurs possibles. Personne n'a l'immunité face à des erreurs. Donc, il y aura toujours des erreurs dans les services de renseignement. On le voit depuis la nuit des temps. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que cette nouvelle équipe qui est mise en place, le nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, le nouveau directeur du Shabak, ce sont des gens qui ont véritablement envie de changer la réalité. On voit qu'ils ont une approche qui est bonne. On a vu que la seule chose qui permet d'obtenir la libération d'otages, ça n'est pas des négociations de qualité, ça n'est pas un dialogue de type occidental, mais c'est apparemment, malheureusement, uniquement par la force qu'on pourra obtenir leur libération. Et donc, par conséquent, la pression militaire, l'arrêt de l'approvisionnement en électricité, en eau, en nourriture de la bande de Gaza, ajouté à une pression militaire et économique, c'est la seule chose malheureusement qui peut nous mener à la libération d'otages. C'est ce que l'année passée nous a appris. Et donc c'est ce que fait le chef d'état-major et l'échelon politique pour exercer cette pression. Et il faut dire aussi que l'aide américaine et le soutien américain, puisque le président Trump soutient cette démarche et il mène aussi une attaque très importante face au Houthi, qui est le satellite qui est pour l'heure le plus puissant de l'Iran. Tout cela réuni crée une pression sur le Hamas qui est suffoqué, et ce qui pourrait ramener le Hamas à la table des négociations et à libérer des otages. Merci infiniment, Eyal Pinko, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Alors on change complètement de sujet également avec vous, Océane Nicole. Quoique, on parle de la guerre, mais surtout des relais du Hamas en Europe et de la manière dont ces relais servent la cause du Hamas. Tout à fait, Mathias, ça a été annoncé hier par le Conseil d'État qui a décidé de réfuter une motion qui demandait de suspendre immédiatement le financement et les contributions de la Suisse envers l'UNRWA. Résultat, eh bien, avec cette motion qui a donc été réfutée, eh bien, le Parlement suisse décide donc de maintenir le financement du pays envers cette agence onusienne, alors que on sait qu'il y a 13 pays qui ont d'ores et déjà stoppé leur financement en raison de l'implication directe de certains
certains employés de l'UNRWA dans les massacres du 7 octobre. Le député suisse Matthias, qui était à l'origine de cette mention, eh bien, il est même accusé maintenant de complicité de génocide. Ça montre la position claire et franche de la Suisse, sans parler des nombreuses manifestations pro-palestiniennes, pour ne pas dire pro-Hamas, voire anti-israéliennes, qu'ont vu plusieurs universités suisses, notamment l'université de Lausanne ou de Genève, dans leurs locaux, des manifestations donc clairement anti-israéliennes, pour ne pas dire antisémites même. Alors il y a aussi des journalistes suisses qui ont fait le déplacement, notamment en Turquie récemment, cette fois pour être formés par des journalistes d'Al Jazeera. Al Jazeera, on en parle beaucoup, c'est cette chaîne qui est donc qui se situe au Qatar, une chaîne qatari, et qui a des positions là aussi très claires, pro-palestiniennes, pro-Hamas et clairement anti-israéliennes. Et Mathias, la chaîne Al Jazeera possède même une école de formation, ça s'appelle Al Jazeera Media Institute. Ça a été créé en 2004 et le but, c'est clairement de développer les compétences médiatiques des individus et des institutions. C'est une école qui est destinée uniquement aux journalistes, et il y a déjà près de 75 000 personnes qui sont passées par cette école et qui deviennent donc ainsi des ambassadeurs, je cite, d'Al Jazeera Media Institute. Le problème, c'est que en faisant donc cette formation, en faisant ces conférences, en participant à ces conférences, comme c'est le cas de ces journalistes suisses récemment en Turquie, la Turquie qui héberge d'ailleurs des responsables du Hamas, les journalistes ont une opinion qui est complètement biaisée, puisqu'évidemment que Al Jazeera, les conférences sont animées par des journalistes d'Al Jazeera qui transmettent et qui expliquent leur vision du conflit israélo-palestinien, une vision qui est donc extrêmement biaisée, d'autant plus que on sait que depuis les massacres du 7 octobre, ça a été prouvé, il y a plusieurs journalistes, entre guillemets, qui ont directement participé au massacre du 7 octobre et ont donc tué, voire même pris en otage des Israéliens. Merci beaucoup, Océane. Nicole, et je donne la parole à Manuel Razavi, journaliste et grand reporter. Vous venez écrivain également, vous venez de publier un livre, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, que l'on voit actuellement à l'écran. Emmanuel Razavi, est-ce que j'ai tort lorsque je dis que ces réseaux des frères musulmans, fréristes, principalement qataris, et les réseaux iraniens sont convergents aujourd'hui en Europe? Alors vous avez tout à fait raison. Il y a en fait une convergence maintenant depuis plusieurs années d'ailleurs. Ce sont des accords qui ont été passés il y a déjà plusieurs années entre la République islamique d'Iran et le Hamas, notamment, et le djihad islamique. Ces accords en fait consistaient à ce que la République islamique d'Iran apporte un soutien financier, paramilitaire, au Hamas et au djihad islamique, en échange de quoi ces organisations faisaient profiter en fait les gardiens de la révolution islamique iraniens donc de leur réseau en Europe. Donc évidemment en France, en Espagne, en Suisse, etc. Et notamment en fait de réseaux très souvent qui sont des réseaux en fait dans les universités. Vous parliez à l'instant en fait de la Suisse. La Suisse fait partie des pays qui ont été très clairement en fait infiltrés par les gardiens de la Révolution. La cible, des gardiens de la Révolution, c'était notamment les milieux universitaires suisses. Et donc, ils ont poussé des universités en fait iraniennes qui sont entre leurs mains, évidemment, comme l'université de Téhéran, pour ne pas la citer, à se rapprocher d'universités suisses. Mais ça existe aussi en Espagne, ce que je vous raconte. Il y a des échanges, des jumelages en fait qui se sont faits. Et il y a une chose qu'il faut entendre, c'est qu'on parle bien sûr des islamistes, des terroristes comme le Hamas ou le djihad islamique, mais il faut comprendre que ça a été la même chose en fait avec le Front de Libération populaire de la Palestine, le FPLP. C'est-à-dire que c'est une espèce en fait d'alliance qui a été gérée par les services secrets des gardiens de la Révolution, qui regroupe à la fois en fait des relais en Europe du Hamas, du djihad islamique et du FPLP. Mais le but, c'est quoi, Emmanuel Razavi? C'est de transformer la réalité. En fait, en quelque sorte, il y a incitation au terrorisme, mais également transformation de la vérité. Le but, c'est de porter le chaos en Europe sans faire la guerre. C'est exactement ça, en fait, qu'il faut comprendre. Pourquoi? Pour faire pression sur les démocraties européennes, pour qu'à leur tour, elles fassent pression sur Israël. Il faut comprendre que les gens qui sont approchés par les agents d'influence, il faut comprendre que quand, par exemple, l'Iran, les services secrets des gardiens de la Révolution, rentrent en contact avec des gens dans des universités européennes, ils en font des agents d'influence. Je vais vous donner des exemples. Il y en a certains qui sont payés en cash, d'autres
qui sont payés, vous savez, des doctorants qui font des travaux, qui ont besoin en fait d'avoir des visas pour aller en Iran, pour faire leurs recherches. D'accord? Donc c'est comme ça. D'autres simplement qui acceptent par pure idéologie, tout simplement, et qui vont porter un discours qui va être favorable à la République islamique d'Iran, ou bien à ses proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le FPLP ou que ce soit le Hamas à Gaza, avec une thématique qui est simple, c'est expliquer à chaque fois que ce sont des mouvements de résistance qui font face à un État qui est un État qui a des pratiques génocidaires, c'est-à-dire qu'ils ne disent jamais que Israël est une démocratie. Donc en fait, si vous voulez, ils inventent en fait, des éléments de langage. Il faut vraiment bien penser ça. En général, ces éléments de langage, ils sont pensés à la fois par les services secrets des gardiens de la Révolution et des éléments en fait du ministère des Affaires étrangères en fait iranienne, et ils le portent dans les universités européennes. Je vous dis ça, Mathias, j'enquête dessus moi depuis des années. J'ai publié un livre, j'en prépare un autre. Il faut se rendre compte que c'est extrêmement grave ce que je suis en train de vous dire. Il y a un mois et demi, je suis allé témoigner devant les sénateurs en fait français sur la question, avec un ancien du contre-espionnage qui s'appelle Mathieu Gadiri, qui a lui-même écrit en fait un livre. Nous avons raconté exactement la même chose, attendu que Mathieu Gadiri, lui, c'est un espion français qui a été infiltré. Ça a été le premier agent français du contre-espionnage à être infiltré au sein des services secrets iraniens. Alors autant vous dire qu'il connaît bien en fait le sujet, et en tout point nous étions d'accord. Merci Emmanuel Razavi, vous reviendrez très vite, j'espère, peut-être avec justement celui qui a été auditionné au Sénat pour en parler. J'aimerais bien une émission spéciale avec vous deux. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. L'information continue bien évidemment sur i24 News.